Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième session du cycle de 3 webinaires que Direction a souhaité vous offrir avec le cabinet Picard Avocat et le cabinet d'expertise comptable Orcom pour faire le point sur les prérogatives du CSE en matière économique et financière. Ce deuxième rendez-vous est consacré au recours à l'expert qui doit permettre au CSE de rendre un avis en connaissance de cause ou de formuler des observations sur la situation de l'organisation ou sur le point ayant nécessité son intervention. Donc, ce rendez-vous sera l'occasion de clarifier le cadre juridique et de vous proposer quelques recommandations pour sécuriser vos pratiques. Pour répondre à vos questions, nous aurons avec nous deux intervenants, Stéphane Picard, fondateur et associé gérant du cabinet Picard Avocat, qui est dédié aux organisations à but non lucratif de l'ESS, notamment dans le secteur social et médico-social, et qui intervient sur tous les volets du droit du travail. Il nous présentera le cadre juridique. Ensuite, prendra la parole Rémi Prunier, expert comptable et commissaire aux comptes dans le secteur depuis une quinzaine d'années et directeur du pôle social et médico-social du cabinet Orcom. Il abordera le recours à l'expert comptable, dans quelles conditions, quel est son rôle dans ce cadre, quelles peuvent être les conséquences, comment ce recours est financé. Après leurs interventions, je me ferai le relais de vos questions que vous pouvez poser dans l'onglet « Questions », tout simplement, et non pas de chat. Les questions que vous retrouverez dans l'onglet « Questions » que vous pourrez retrouver dans le panneau latéral, à droite de votre écran. Enfin, dès la fin de la session, vous pourrez accéder au replay de ce webinaire et vous retrouverez dans les prochains numéros du magazine Direction toute une série de fiches pratiques détaillées sur le sujet. Voilà pour le cadre de ce webinaire. Nous allons commencer tout de suite avec Stéphane Picard, qui va prendre la parole pour environ 20 minutes. C'est à vous, Stéphane. Merci Anne pour cette présentation. Donc effectivement, deuxième séquence, on est cette fois-ci sur le recours par le CSE à l'expert dans le cadre de la consultation, on va dire généralement annuelle, de l'instance sur la situation économique et financière. Avant de débuter, petit point d'actu quand même, sachez qu'hier au journal officiel a été publiée la loi de sortie de crise. Pourquoi je me permets cette petite introduction? Parce qu'elle contient quand même un certain nombre de dispositions qui étaient exceptionnelles et qui sont prorogées jusqu'au 30 septembre. Parmi celles-ci, nous avons notamment la possibilité de réunir vos instances par le biais d'une visioconférence qui devait s'arrêter au 30 juin et prorogée jusqu'au 30 septembre. En ce qui concerne l'aménagement des délais pour qu'un CSE puisse rendre son avis, rien du tout dans la loi. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité juridique, vous avez peut-être relevé que le Conseil d'État avait retoqué l'une des ordonnances sur la possibilité de raccourcir pendant la période de crise les délais de consultation du CSE. Voilà, introduction terminée, actualité terminée. Donc, consultation du CSE sur la situation économique. Vous le savez, on l'a évoqué lors de la première séquence, 3 consultations périodiques, 3 consultations annuelles. Nous avons évidemment les orientations stratégiques, la situation économique et la politique sociale. À chacune de ces consultations annuelles est attaché le droit pour le CSE d'avoir recours à un expert. En l'espèce, on va parler de l'expert comptable auquel peut recourir le CSE dès l'instant qu'on se trouve dans une organisation, une association qui dispose d'un CSE de plus de 50 salariés. Lors de la première séquence, on avait évoqué une petite nuance en lien notamment avec les dispositions des conventions 66 et 51 avec ces instances ad hoc que sont, je n'ai pas employé le passé, que sont notamment le conseil d'établissement. Je vous renvoie au replay de la première séquence pour avoir un peu ces subtilités en lien avec la disparition ou non de ces instances et donc la possibilité pour ces instances d'avoir recours, quand bien même on serait en dessous des 50 salariés, à un expert au titre de la consultation sur la situation économique. Quel est le but de cette expertise? C'est évidemment de permettre au CSE de vous délivrer, de formuler un avis éclairé. Le but de l'expert comptable, ça va être d'accompagner le CSE afin de lui permettre de rendre un avis dans le cadre de la consultation annuelle. Quel est le cadre juridique du recours à l'expert?
Le cadre juridique, il est fixé depuis 2015, ce sont les lois dites Rebsamen qui ont prévu justement, je l'avais évoqué la dernière fois, eh bien, de regrouper toute une série de consultations dans nos 3 fameux thèmes. Donc, le cadre juridique, c'est cette loi du 17 août 2015. Et comme je l'avais évoqué la dernière fois, c'est très important, vous avez la possibilité d'aménager soit par accord d'entreprise ou à défaut par un accord conclu entre vous et le CSE à la majorité des membres titulaires, vous pouvez aménager également le recours à l'expert. Donc non seulement ce qu'on a vu lors de la première séquence, un aménagement des consultations en tant que telles, sur quoi les consultations vont-elles porter, quelles vont être les fréquences des consultations, mais sachez également que le Code du travail prévoit aussi la possibilité d'aménager le recours à l'expertise. Alors évidemment, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais comment est-ce que je vais pouvoir négocier avec mes partenaires sociaux un tel accord collectif ou avec les membres du CSE? Alors, je ne vais pas vous le cacher, il est évident que pour engager une telle négociation, vous allez devoir mettre sur la table des contreparties. Puisque l'argumentation classique, que j'imagine beaucoup d'entre vous ont d'ores et déjà été amenés à présenter à l'instance, celui du coût, eh bien celui du coût n'a pas lieu. En gros, ce n'est pas un argument juridique en tant que tel, dès l'instant que, c'est ça qui est important, dans le cadre de ces 3 consultations annuelles, le recours à l'expertise est de droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même logique que ce qu'on appelle le recours à l'expertise au titre de consultations ponctuelles, parmi lesquelles on en a 2 ultra fréquentes, et y compris dans le secteur. La première, celle liée à l'existence d'un risque grave. La seconde, celle liée à l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail. Dans ces 2 recours à l'expertise, vous pouvez contester le principe même du recours à l'expertise. Lorsque l'on est sur un recours à l'expertise dans le cadre des 3 consultations annuelles, dont fait partie la consultation au titre de la situation économique et financière, vous n'avez quasiment aucune marge de manœuvre en termes de contestation sur le recours à l'expert. On verra tout à l'heure que vous allez avoir d'autres marges de manœuvre, notamment sur le coût de l'expertise, mais sur le principe même, sur l'utilité du recours à l'expertise, vous n'allez pas pouvoir vous y opposer. On a quand même un point que je dois vous formuler, c'est à quel moment cette expertise peut être déclenchée. Et c'est en lien avec cette question-là que vous pouvez, le cas échéant, avoir la seule possibilité de contestation du recours à l'expertise. C'est dans l'hypothèse où le CSE viendrait à désigner un expert, on va dire, hors sol. C'est-à-dire dans l'hypothèse où vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas mis à l'ordre du jour la consultation annuelle sur la situation économique et financière. C'est-à-dire qu'on serait dans l'hypothèse d'un CSE qui viendrait vous désigner, en l'absence de tout point à l'ordre du jour, un expert. Là, vous auriez la possibilité, dans cette situation bien précise, de contester le recours à l'expertise. Évidemment, c'est entre guillemets reculer pour mieux sauter, puisque, comme vous le savez, à défaut d'accord collectif, vous allez devoir faire cette consultation annuelle. Si vous contestez le recours à l'expertise d'un CSE qui le ferait un peu trop de façon anticipée, bah, évidemment, que va faire le CSE? Il va retirer sa délibération et il va gentiment attendre que vous mettiez à l'ordre du jour, voire même eux-mêmes pourraient vous contraindre à mettre ce point à l'ordre du jour pour, cette fois-ci, désigner valablement le recours à l'expertise. Donc, ayez ça en tête, vous n'avez quasiment aucune marge de manœuvre par rapport au principe du recours à l'expertise. Ensuite, Rémi, dans le cadre de son intervention, vous expliquera vos marges de manœuvre par rapport aux documents qui sont sollicités, par rapport au périmètre de l'expertise. Mais sur le principe de recours à l'expertise, vous n'avez quasiment, et j'en suis désolé, aucune marge de manœuvre. Quel est le niveau de recours à l'expertise pour celles et ceux qui auraient une architecture complexe au sens, on se rappelle, comité socio-économique d'établissement avec un comité social économique central? On l'a vu lors de la première séquence, à défaut d'accord collectif contraire, cette consultation du CSE au titre de la situation économique doit se situer au niveau de l'entreprise. Donc soit vous avez un seul CSE, et évidemment ça se déroulera au niveau du CSE, soit vous avez une architecture plus complexe, et normalement, cette consultation devra être réalisée au niveau de votre comité central.
C'est-à-dire que les lois, notamment les ordonnances Macron de 2017, ont permis comment dire, de simplifier un contentieux qui avait tendance à se développer, à savoir, j'ai une multiplication très importante des recours à l'expertise, puisque consultation sur les situations économiques au niveau central, mais potentiellement, on avait un débat sur l'obligation également de faire ces consultations au niveau local. Vous imaginez une association avec une dizaine, une quinzaine, une centaine d'établissements, vous imaginez le coût d'un recours à l'expertise multiplié par le nombre d'établissements. Donc, le niveau de désignation, le périmètre de l'expert, à défaut d'accord contraire, et là, pour le coup, vous auriez fait une négociation qui, j'espère, vous a donné des contreparties colossales, puisque ce n'est qu'au niveau central que cette expertise doit avoir lieu, puisque ce n'est qu'au niveau central que le CSE est compétent sur cette question-là. Donc le moment de la désignation de l'expertise, je l'ai un petit peu évoqué en lien avec la contestation du recours à l'expertise, consultation, on va dire, qui serait fait de façon anticipée, en avance de phase. Donc, quel est le moment, évidemment, de ce recours à l'expertise? C'est naturellement lorsque vous allez soit transmettre les éléments comptables, soit lorsque vous allez mettre à l'ordre du jour la question de information, consultation de l'instance sur la situation économique et financière de l'association. Et c'est à ce moment-là précis que le CSE va pouvoir, dans le cadre, comme je l'ai expliqué en introduction, quasiment d'un pouvoir souverain, décider d'avoir recours à l'expert. C'est, j'imagine, pour nombre d'entre vous, une sorte de passage obligé. Tous les ans, vous savez quasiment qu'à telle date, vous allez avoir les rapports ou les désignations de tel ou tel expert, dont je ne vais pas citer les noms, mais si certains sont présents, ils se reconnaîtront. Donc, c'est quelque chose qu'on peut quasiment anticiper, y compris en termes de coûts. Donc, au moment où les comptes sont transmis, ça ne peut pas être réalisé avant l'inscription du point à l'ordre du jour. Petite nuance, petite subtilité juridique sur cette question d'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il n'est évidemment pas nécessaire que le secrétaire du CSE vous demande d'inscrire à l'ordre du jour, puisque, vous le savez, co-construction de l'ordre du jour, secrétaire plus président, il n'est pas nécessaire que le secrétaire vous demande d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un expert. La jurisprudence sur ce point, elle est standard, elle est absolument stabilisée. Soit ça figure à l'ordre du jour, et là, il n'y a évidemment pas de sujet, soit ça ne figure pas à l'ordre du jour, mais dès l'instant qu'un point que vous avez vous-même inscrit se rattache un lien suffisant avec ce recours à l'expertise, eh bien, le CSE pourra, moyennant délibération évidemment, avoir ce recours à l'expert. Donc, ayez bien ça en tête, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de point à l'ordre du jour concernant la désignation d'un expert que vous allez, entre guillemets, sécuriser une dépense qui, généralement, mais Rémi peut-être le développera, selon la surface de votre association, peut quand même avoir un coût en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, pas nécessairement de points inscrits à l'ordre du jour. Et une question pourrait se poser. Si je fais cette consultation en plusieurs temps, c'est-à-dire que ma consultation sur la situation économique se déroule en 2 réunions, est-ce que le CSE doit obligatoirement désigner son expert à l'occasion de la première réunion? La réponse à cette question est non. C'est-à-dire que le Code du travail ne vient pas nous dire, comme pour d'autres recours à l'expertise, ne vient pas nous dire c'est nécessairement, obligatoirement, lors de la première réunion que l'expert doit être désigné. C'est évidemment, dans la logique, pour avoir un effet utile, il faut évidemment que cette désignation ait lieu dans un timing qui corresponde à la communication des éléments, mais ça peut se faire lors de la première réunion, tout comme ça peut se faire à l'occasion d'une deuxième réunion. Et vous le savez, puisqu'on l'avait évoqué lors de la première séquence, que va-t-il se passer lorsque le CSE va désigner l'expert? Eh bien, ça va de fait allonger le délai de consultation d'instance, puisque le délai classique est d'1 mois à compter de la communication par l'employeur des éléments pertinents, soit directement auprès de l'instance, soit
versés dans le cadre de la base de données économique et sociale. Et Rémi vous fera certainement un point sur le contenu des documents que vous allez devoir communiquer auprès du CSE dans le cadre de cette consultation. Donc ce délai est d'1 mois à compter de la communication des éléments. Dès l'instant que le CSE va avoir recours à un expert, ce délai d'1 mois est prorogé d'1 mois, ce qui nous amène donc à un délai pour avoir l'avis de l'instance sur la situation économique. Et bien ce sera, et je ne vais pas dire que c'est la majorité des cas, mais en tout cas ce qu'on peut voir au cabinet, c'est que majoritairement les instances représentatives ont recours à l'expert, ce sera 2 mois. Et donc sachez que dans ce délai de 2 mois, mais là encore Rémi prendra certainement la parole sur cet aspect-là, eh bien il y a tout un calendrier. Il y a tout un calendrier de communication des pièces par l'employeur, un calendrier de demande des pièces par l'expert et évidemment un calendrier de restitution du rapport de l'expert. Sachez que faute d'accord, tel que je l'ai cité tout à l'heure, donc d'accord collectif ou d'accord avec le CSE, le rapport de l'expert comptable doit être communiqué 15 jours avant l'expiration du délai laissé au CSE. Et donc, vous avez compris que le délai qui est laissé au CSE, c'est un délai de 2 mois. Donc, l'expert comptable devra restituer son rapport normalement 15 jours avant l'expiration de ce délai. Question classique aussi, quel est le financement de cette expertise sollicitée par le CSE? Je pense que vous avez a priori tous l'information, mais pour ceux qui ne le savent pas encore et qui vont peut-être découvrir, parce qu'ils ont franchi le seuil des 50 salariés ou parce que suite à un PV de carence, et bien maintenant ils ont un CSE, et bien sachez que l'expertise au titre de la situation économique et financière fait partie de celle où l'employeur finance à 100% le coût de l'expertise. Et donc, c'est là où on arrive au quasiment dernier point de mon intervention, c'est celui de l'éventuelle contestation de l'expertise. Donc, vous vous souvenez qu'en introduction, je vous ai indiqué que le principe du recours à l'expert était quasiment ingérable en termes de contestation. Par contre, vous disposez toujours de la possibilité de contester au moins 2 sujets. Le premier, qui est assez complexe et qui, selon le tribunal judiciaire duquel relève non pas l'association, mais le siège social de l'expert, puisque dans cette hypothèse-là, c'est l'expert qu'on viendrait attraire devant le conseil de prud'homme, devant le tribunal judiciaire. Eh bien, selon les juridictions, la contestation qu'on appelle du coût prévisionnel de l'expertise est plus ou moins bien accueillie. C'est-à-dire que comme pour une expertise que vous connaissez hélas certainement au titre du risque grave ou d'un projet important modifiant les conditions de travail, vous avez la possibilité, à réception de la lettre de mission du cabinet d'experts et donc du chiffrage du coût de son intervention avec les tableaux que j'imagine vous connaissez, X nombre de jours affectés à la mission, fois un taux journalier qui est généralement compris entre 1000 et 1500 euros hors taxe, eh bien on arrive à une somme comprise entre, je vous dis généralement entre 15 000 et 50 000, si ce n'est plus, pour vraiment des grosses entités. Donc vous pouvez contester le coût prévisionnel devant le tribunal judiciaire, premier président, statuant sous une forme particulière, puisque c'est ce qu'on appelle la procédure accélérée au fond, c'est-à-dire une procédure qui emprunte un peu de ce qu'on connaît peut-être, à savoir le référé, savoir ça va vite, mais c'est quand même une décision sur le fond. Donc vous pouvez contester le coût prévisionnel de l'expertise en saisissant ce magistrat. Dans quel délai? Dans un délai de 10 jours. Donc c'est excessivement rapide étant donné l'ensemble des actes qui vont devoir être réalisés dans ce délai de 10 jours. Vous avez 10 jours pour contester le coût prévisionnel. Donc premier temps de la contestation, évidemment, cette contestation vient suspendre toute la procédure. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est qu'une fois la décision du président du tribunal de grande instance, du tribunal judiciaire, pardon, ce n'est qu'une fois sa décision en votre possession que l'expertise va reprendre son cours. Et donc, évidemment, les délais de consultation vont également se trouver suspendus. Donc, premier point, contestation du coût prévisionnel. Et vous avez également la possibilité de contester non plus le coût prévisionnel, mais cette fois-ci le coût final de cette expertise. On est sur un délai identique, 10 jours, sauf que, évidemment,
dès l'instant que la mission a d'ores et déjà été réalisée, que le rapport a d'ores et déjà été rendu, on n'est plus sur une procédure qu'on appelle d'urgence, la fameuse procédure accélérée au fond, on est sur le circuit classique et, par voie de conséquence, puisque l'avis du CSE a été rendu, eh bien, il n'y a pas une quelconque suspension des délais. Donc, gardez ça en tête. Possibilité de contester le coût prévisionnel ou le coût final, sachant que d'un point de vue stratégique, évidemment, si vous êtes dans une association qui a à fréquence, on va dire, quasiment annuelle, le même expert qui revient depuis 10 ans, qui connaît tous les documents, et ça, Rémi vous expliquera certainement quelle est la marge de manœuvre dont vous pouvez disposer par rapport aux documents communiqués, on peut se dire que normalement, le coût de cette mission devrait, quelque part, réduire à mesure que les années passent, puisque l'expert a connaissance de votre association, a connaissance de vos fonctionnements, donc normalement, ça devrait lui prendre moins de temps pour rédiger son rapport. On est évidemment dans la théorie et en pratique, d'où la complexité de venir contester le coût prévisionnel. Eh bien, vous avez quasiment invariablement chaque année le même expert qui est désigné, avec le même nombre de jours qui est affecté à la mission, avec le même montant journalier. Et évidemment, si vous êtes amené à contester, on pourrait venir vous dire, mais attendez, le coût est strictement identique à celui de l'année dernière, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans. Pourquoi est-ce que cette année-là, vous voulez contester? Donc, c'est évidemment compliqué. Et ce qui peut être intéressant, à l'occasion des renouvellements de vos instances, et là on va rentrer à partir des prochains mois dans ce cycle de renouvellement des instances représentatives pour ceux qui ont été vraiment les premiers à se mettre en mode CSE à compter de 2018, eh bien c'est évidemment à l'occasion d'un changement, on va dire, de majorité au sein de vos instances qu'on peut avoir un changement de recours à l'expert. Puisque, sans faire grand mystère, on a quand même, selon les majorités présentes au sein de vos instances, eh bien, on sait à peu près vers quel type d'experts ils vont se tourner. Donc, c'est généralement à l'occasion d'un changement de majorité lié aux nouvelles élections que vous pourriez avoir potentiellement un intérêt à venir contester le coût prévisionnel du recours à l'expertise. Donc voilà, je vous ai fait le point pratique juridique sur ce recours à l'expertise. Je vais donc laisser maintenant la main à Rémi, notamment sur la question des informations que vous devez communiquer, les informations que l'expert comptable est en droit de vous solliciter. Et comme on vous l'a indiqué à l'occasion de l'introduction, n'hésitez pas à nous poser des questions auxquelles on ne manquera pas de répondre à la fin des interventions. À toi, Rémi. Merci Stéphane. Alors, écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, vous avez le droit à une présentation très exhaustive. Juste peut-être un rappel quand même sur le thème, c'est le recours à l'expert comptable. Et effectivement, je pense que au niveau des CSE, il faut bien faire la distinction. On peut avoir recours à un certain nombre d'experts, notamment l'expert comptable, mais derrière ce recours à l'expert comptable, il y a toujours en fait ce recours sur la partie réglementée et ce qu'on appelle l'expert libre en fait. L'expert libre, ça peut être l'expert comptable, les avocats, les juristes, etc., auxquels peuvent faire appel évidemment le CSE. Donc Stéphane vous l'a bien rappelé, la finalité, il faut vraiment l'avoir. Le recours à l'expert comptable, c'est vraiment pour permettre au CSE tout simplement de pouvoir rendre son avis en connaissance de cause ou à éventuellement formuler des observations sur la situation économique et financière, notamment de l'entreprise. Donc l'expert, dans tous les cas de figure, l'expert comptable, bien évidemment, est tenu, ça je pense que c'est important de bien le repréciser, à la même obligation de discrétion que les élus. Bon, un expert comptable, de toute façon, par définition, il est tenu au secret professionnel, mais il a cette obligation de discrétion. On le verra, c'est important de bien distinguer derrière le mot recours à l'expert comptable, en fait, les différentes thématiques. La partie réglementée, c'est notamment sur ce que Stéphane vous a présenté, ça concerne principalement, par exemple, l'expertise dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entité ou dans le cadre d'une mission légale. Donc là, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que le coût
de l'expert comptable est à la charge de l'employeur, mais le CSE peut avoir recours à l'expert comptable sur plein d'autres sujets. Déjà, il peut avoir recours à l'expert comptable, j'allais dire, pour sa propre gestion interne, hein, s'il juge que le suivi comptable pour la gestion de sa comptabilité est trop lourde ou significative, il peut faire appel à l'expert comptable de manière récurrente ou de manière ponctuelle pour son propre fonctionnement. On appelle ça voilà, avoir recours à un expert libre, ou si il a besoin d'avoir des observations particulières ou pour l'aider par exemple à choisir un outil de gestion ou autre, il peut avoir recours à l'expert libre. La différence en termes de prise en charge des coûts, c'est que si c'est un expert libre, effectivement, il sera rémunéré par le CSE, soit sur son budget de fonctionnement ou sur celui des activités sociales et culturelles, j'ai envie de dire en fonction de la nature de la mission qui est concernée. Effectivement, il faut bien avoir en tête. Alors, il peut évidemment le recours à l'expert comptable, il peut y avoir, j'allais dire, des consultations récurrentes comme la situation économique et financière qui nous intéresse bien évidemment. C'est-à-dire chaque année, effectivement, le CSE peut faire appel à un expert comptable sur ces consultations récurrentes. Ça peut être les orientations stratégiques de l'entreprise au sens large ou la politique sociale, bien évidemment. Ça peut être des solutions, des consultations ponctuelles. On peut avoir recours à l'expert comptable sur des sollicitations, sur des opérations, par exemple, de rapprochement de concentration sur des accords ou des éventuels projets de licenciement ou autre. Enfin, voilà, on voit que le recours est très varié. Alors, évidemment, si on recourt à l'expert comptable sur cette expertise libre, dans tous les cas, évidemment, on intervient dans le cadre d'une mission contractuelle. La seule différence, c'est que en termes de formalisation et de rapport, contrairement à une expertise légale, effectivement, où on a des délais qui vous ont été présentés pour rendre un rapport très formalisé. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'ailleurs de temps pour rendre son rapport. Bon, pour les expertises libres, théoriquement, l'expert comptable ne dispose pas de délai. Donc, si CSE a besoin effectivement d'un expert comptable, et ça sera à lui avec l'expert comptable au CSE de fixer en fait ce délai. Alors, c'est très important lorsque effectivement il y a recours à un expert comptable de pouvoir quand même, si vous voulez, pouvoir justifier d'une mise en concurrence dans le choix de l'expert comptable. Et de pouvoir quand même justifier, j'allais dire, d'un expert comptable qui connaît le fonctionnement du CSE, ou en tout cas, si on le consulte, l'expert comptable, pour des consultations très précises et ponctuelles, qu'on puisse bien choisir un expert comptable, en fait, qui connaît bien le sujet, qui le maîtrise bien. Donc, c'est important d'être en capacité de justifier du choix. On recommande bien évidemment de pouvoir justifier de cette mise en concurrence, c'est-à-dire concrètement d'avoir au moins 3 devis, pour être clair. Le CSE, évidemment, doit pouvoir au préalable rencontrer les 2 ou 3 prestataires ou experts comptables qui ont été sélectionnés, de pouvoir lui poser un certain nombre évidemment de questions. Dans les faits, bien évidemment, ce qu'on recommande, nous, aux employeurs, c'est aussi de pouvoir jouer la transparence totale, évidemment, avec leur CSE au niveau de la consultation sur la situation économique et financière, en termes de consultation récurrente. On s'aperçoit que sur le terrain, lorsque l'employeur a déjà et dispose déjà d'un expert comptable, on s'aperçoit que souvent il propose au CSE son propre expert comptable pour présenter évidemment les comptes, même si encore une fois, et Stéphane vous l'a bien rappelé, ça s'impose à l'employeur. Si le CSE veut choisir son expert comptable, bien évidemment, il choisira son expert comptable. On a bien évidemment des étapes à bien respecter, et bien évidemment
même si le CSE peut décider de recourir à cet expert comptable sans avoir l'accord de l'employeur, il va falloir quand même qu'il inscrive à l'ordre du jour, qu'il puisse le voter à la majorité des membres, quand même, qui sont en réunion plénière, l'employeur, bien évidemment, étant exclu du vote, à la fois sur le principe du recours à l'expert comptable. Déjà, il faut pouvoir voter le principe pour être sûr que, effectivement, la majorité des membres en réunion plénière au niveau du CSE soit d'accord. Et puis, à la fois, un deuxième vote sur le choix de l'expert. Donc, on voit qu'on est sur deux types de votes complètement différents. Voilà, donc effectivement, même si cette mise en concurrence n'est pas une obligation, c'est une recommandation très forte, donc il faut vraiment les insister. Il faut insister pour avoir plusieurs prestataires. La deuxième étape, c'est la notification à l'expert comptable de la décision prise par le CSE. Et donc, c'est là où on recommande effectivement forcément de formaliser ça par une lettre de mission, un contrat qui va notamment permettre de matérialiser l'étendue de la mission. On a vu la consultation récurrente, les consultations ponctuelles et le recours dans le cadre d'une mission légale ou d'une mission libre. Il est très important de bien formaliser dans la lettre de mission l'étendue, le périmètre de la mission et bien évidemment les délais d'intervention avec le rétro-planning. Donc, il faut pouvoir signer cette lettre de mission dans le cadre de cette notification. Donc, on est sur des étapes qui sont très structurées. Et puis enfin, la réalisation de la mission par l'expert comptable et la présentation de son rapport. Alors, bien évidemment, si on est dans le cadre d'une mission légale, l'expert comptable, lui, doit pouvoir avoir accès aux locaux de l'employeur, il doit pouvoir accès aux mêmes documents que l'expert comptable de l'employeur. On ne peut pas j'allais dire faire le tri ou sélectionner les documents qu'on veut lui mettre à disposition. Attention, si on est dans le cadre d'une intervention libre, l'expert comptable, lui, aura accès à tous les documents auxquels auront accès en fait les élus. Voilà, et donc il aura accès à la partie des locaux, évidemment, dont a accès les élus. Donc évidemment, ça pose aucun souci. Par contre, on ne peut pas dire, dans le cadre de la mission légale, que l'expert comptable notifié et sélectionné par le CSE pourra intervenir absolument à tel jour en présence du commissaire aux comptes, etc. Évidemment, il est tout à fait libre d'intervenir conformément à sa lettre de mission. Voilà, donc évidemment, l'expert comptable a un droit de toute façon de confidentialité et il y a un comportement déontologique à respecter et donc il est soumis au secret professionnel et donc il rendra compte de ses missions évidemment au CSE. Voilà, donc la vigilance quand même, encore une fois je le rappelle, sur le choix de l'expert comptable par le CSE, il faut quand même bien s'assurer, on sait qu'il y a certains cabinets qui sont proches de certaines organisations syndicales ou autres. Donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer que le CSE, évidemment, puisse bien formaliser l'ensemble de ces étapes et puis bien respecter, évidemment, toutes les étapes qu'on vient de voir ensemble. Sur la mission légale, évidemment, il y a un rapport qui est très structuré et ça, c'est important, en fait, de bien les avoir en tête. Pour la remise à l'employeur du rapport de droit commun, c'est 15 jours avant la fin du délai de consultation du CSE. Donc ça, il faudra bien s'assurer, en ce qui concerne la remise de rapport d'expertise à l'employeur, que l'expert comptable remettra bien son rapport avant l'expiration du délai. Donc ça sera bien validé, évidemment, avec le CSE. Effectivement, l'expert présentera sa synthèse, la synthèse de son rapport en réunion plénière du CSE à l'issue de son travail d'expertise. Il devra y avoir une réunion plénière qui sera organisée afin de permettre à l'expert de prononcer, de se prononcer par rapport au périmètre. Donc, si c'est une question ou si c'est des questions précises qui lui ont été posées, il devra rendre compte sur ces questions dont il aura été saisi. Bien évidemment, et
si on est dans le cadre effectivement d'un audit des comptes, il présentera ses conclusions. Évidemment, une fois qu'il aura présenté en réunion plénière ses conclusions, l'expert comptable devra quitter la réunion et laisser le CSE rendre son avis consultatif pour lequel l'expert comptable aura été consulté et donc pourra effectivement présenter derrière ce rapport. Voilà, peut-on diffuser le rapport de l'expert comptable? Alors bien évidemment, le CSE, lui, pourra diffuser une synthèse de ce rapport aux salariés de l'entreprise si cela est demandé, sachant que l'expert comptable a pu avoir accès à l'ensemble des informations de toute façon stratégiques de l'entreprise. Donc, il y a quand même une certaine confidentialité derrière ces informations. La synthèse en elle-même, généralement, peut être diffusée. Après, ça dépend en fonction des points pour lesquels l'expert comptable a été sollicité. Généralement, les experts comptables vont aider le CSE à faire un petit peu le tri dans la disposition de ces documents, mais il faut être prudent quand même, puisque généralement, l'employeur va mettre un certain nombre de documents quand même qui sont confidentiels à disposition de l'expert comptable qui va être mandaté. Donc, si ça concerne des orientations stratégiques et autres, attention à ne pas diffuser à l'ensemble des salariés un certain nombre d'informations et de documents qui sont bien évidemment confidentiels. Donc, on voit que le recours à l'expert comptable, en synthèse, il peut être quand même très, très large au niveau du CSE. Donc, bien faire la différence entre la mission légale pour lequel, effectivement, ça s'impose à l'employeur et le CSE peut décider de recourir à un expert comptable, et cette partie libre sur lequel, effectivement, le CSE peut recourir à un expert sur des points bien particuliers, puisqu'on voit que les délais ne sont pas forcément les mêmes. Bien faire cette mise en concurrence, bien respecter les différentes étapes avec les décisions sur le principe du recours, sur le choix de l'expert, et derrière cette signature d'une lettre de mission, qui est une lettre de mission assez classique, mais où il faut qu'on puisse bien retrouver l'étendue de la mission, les délais d'intervention, les honoraires. Si on est dans le cadre d'une consultation qui est récurrente, de prévoir les tacites reconductions et les délais de dénonciation de la lettre de mission. On sait que souvent c'est normé entre la relation contractuelle de présentation des comptes, dit de révision, et donc ça, entre l'employeur et l'expert comptable, il faut que ce soit pareil avec le CSE. Voilà, bon, j'ai essayé d'être pas trop bavard, je vais laisser la place aux questions et redonner la main à Anne et Stéphane. Merci à vous. Merci beaucoup Rémi, et merci à Stéphane donc, pour vos éclairages à tous les deux. Alors, on va continuer en effet avec une petite session, un petit temps de questions-réponses. Là, vous voyez dans l'espace, vous pouvez toujours poser des questions jusqu'à la fin de ce webinaire. Nous avons une question qui a été posée en début d'intervention. Vous y avez déjà répondu en partie, mais peut-être que Stéphane notamment pourra apporter des précisions. Le CSE peut-il imposer un expert? L'employeur peut-il s'y opposer, et imposer lui-même un expert? Oui, alors effectivement, c'est une question classique qu'on peut se poser. Hélas, clairement, le CSE peut imposer son expert. Et comme vous l'a dit Rémi, si une bonne pratique consisterait effectivement à mettre en concurrence tel ou tel cabinet d'expertise comptable, dans la pratique, à mon sens, il n'y a aucune obligation légale de la part du CSE à faire cette question, on va dire, de mise en concurrence. Donc, c'est à nouveau, à l'occasion d'un changement de majorité ou entre guillemets, d'une prise de pouvoir quelque part de tel ou tel élu qui émane de telle ou telle organisation syndicale, qu'on peut avoir un débat, puisque Rémi l'a justement rappelé, c'est une délibération à la majorité du CSE qui doit être prise. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir, entre guillemets, une guerre interne au sein du CSE et au sein, évidemment, des représentants du personnel pour déterminer lequel des experts qui est quelque part affilié à telle ou telle organisation syndicale va, entre guillemets, récupérer le business de l'expertise comptable pour cette année et les années à venir. Donc,
Est-ce que le CSE peut imposer son expert? Oui, mais c'est bien le CSE, donc au sens par une délibération prise à la majorité des membres présents. Et ensuite, pour le deuxième point, l'employeur peut-il s'y opposer? Donc ça, je l'ai évoqué, la réponse est non. C'est-à-dire que sauf à venir démontrer que le cabinet d'expertise comptable n'est justement pas un cabinet d'expertise comptable, et c'est peut-être le seul point qui vous permet, par rapport à l'intervention que j'ai réalisée tout à l'heure, qui vous permet évidemment de contester, c'est-à-dire encore faut-il que le cabinet soit un cabinet d'expertise comptable, puisque vous le savez, ces cabinets d'expertise, ils sont agréés pour telle ou telle mission, notamment pour tout ce qui est risque grave, etc. Mais là, on parle d'un cabinet d'expertise comptable. Donc, peut-il imposer l'employeur son expert? La réponse est évidemment non. L'employeur n'a pas cette marge de manœuvre. Très bien, merci Stéphane. Cette question en inspire une autre à laquelle Rémi pourra peut-être donner des éléments d'information assez rapidement sur les documents à communiquer. Quels sont les documents à communiquer? Est-ce que l'employeur peut s'opposer à la communication de documents sollicités par l'expert? Alors, si on... question posée dans le volet. Si on est dans le cadre d'une mission légale, effectivement, l'employeur doit pouvoir mettre à disposition de l'expert comptable en fait l'ensemble des documents qu'il met à la disposition de son propre expert comptable ou de son propre commissaire aux comptes. Donc, il doit pouvoir mettre à disposition l'ensemble des documents puisque, de toute façon, l'expert comptable qui sera mandaté par le CSE sera soumis au secret professionnel. Mais pour pouvoir répondre à la sollicitation du CSE, il doit avoir accès à l'ensemble, évidemment, des informations. Attention quand même, si on n'est pas, c'est pour ça que j'ai voulu insister là-dessus, si on n'est pas dans le cadre du recours à l'expert libre, c'est-à-dire que sur lequel le CSE, sur certaines questions, peut solliciter un expert comptable. Là, pour le coup, l'expert comptable aura accès aux informations dont a accès en fait les propres élus du CSE, bon, qui sont généralement des informations assez détaillées, puisque le CSE, je le rappelle, a accès à la BDES. Donc, il a quand même accès à une liste d'informations très exhaustive, mais dans le cadre d'une mission légale, il doit pouvoir accès à l'ensemble des documents avec son propre expert comptable. Très bien. Et si je peux faire une petite précision, il y a effectivement pas mal de décisions de jurisprudence qui concernent notamment la résistance de l'employeur à la communication des informations qui sont sollicitées par l'expert comptable. Et là-dessus, clairement, si vous faites de la résistance à la communication des informations et des documents qui sont faits par l'expert comptable, vous prenez le risque d'avoir une action en référé pour faire constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et également, éventuellement, un délit d'entrave au fonctionnement régulier de l'instance. Donc, c'est une matière qui est excessivement compliquée parce qu'en parallèle, et au cabinet, on voit quand même assez fréquemment, on peut avoir des lettres de mission et des demandes de pièces qui émanent de l'expert du CSE, qui sont complètement hors périmètre, hors champ de l'analyse qu'il doit produire. Et donc, on a aussi des décisions à l'inverse, où, c'est des décisions un peu plus anciennes, où l'employeur donc ne peut pas se faire lui-même juge de la pertinence des pièces, des documents qui sont sollicités par l'expert du CSE. Par contre, il pourrait tout à fait, en cas de demande manifestement abusive, lui-même saisir un juge, y compris en référé le cas échéant, pour faire statuer sur le fait que tel ou tel document, qui sont, je le répète, absolument détachables de la mission, eh bien, ne doivent pas rentrer dans la communication des documents auprès de l'expert du CSE. Mais clairement, le principe, comme vous l'a expliqué Rémi, c'est l'expert du CSE dispose des mêmes prérogatives que votre expert comptable, donc il doit pouvoir avoir accès à l'ensemble des documents, la comptabilité prévisionnelle, analytique, les comptes de l'année précédente, voire encore plus dans les années antérieures. Donc, clairement, c'est un contentieux qui est très compliqué. Et alors, je ne sais pas, Rémi, si tu l'as précisé, mais il y a un calendrier
alors qu'il n'est pas prescrit à peine de nullité de quoi que ce soit, mais sachez quand même que la remise des informations réclamées à l'employeur fait l'objet d'un calendrier légal. C'est-à-dire que dans les 3 jours de la désignation de l'expert, celui-ci doit demander les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. Et dans les 5 jours qui suivent la demande de l'expert, l'employeur doit y répondre. Donc il y a aussi vraiment un timing en termes de séquençage des phases et donc des communications des éléments. Très bien, merci Stéphane. Je vois que plusieurs questions ont été posées pendant ce temps. Écoute, je les reprends dans l'ordre chronologique, hein, comme ça, pas de jaloux. On a une question portant sur les transpositions dans la fonction publique hospitalière. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre. On n'est peut-être pas obligé de détailler, on est peut-être un petit peu. C'est pas tout à fait le même champ, les mêmes conditions. Alors, bon, je suis désolé pour Monsieur Reynaud. Effectivement, je n'ai pas connaissance de transposition dans la fonction hospitalière. Je ne vais pas avoir de compétences particulières sur le sujet. Rémi, je ne sais pas si… Non, justement, j'étais en train d'espérer que tu puisses avoir la réponse. Alors, je n'ai pas la réponse là tout de suite maintenant, mais effectivement, on pourra vous apporter une réponse un peu plus précise, mais je n'ai pas la réponse là. En revanche, à la suivante, je pense que vous allez pouvoir apporter vos lumières. Que faire si le CSE ne prend pas l'initiative de rendre un avis formel ? Alors ça, effectivement, question beaucoup plus classique et qui rentre évidemment dans nos domaines de compétences. C'est simple, c'est-à-dire que si le CSE ne rend pas un avis dans le délai qui est le sien, donc je le répète, c'est soit 1 mois dans l'hypothèse où un expert n'est pas désigné, soit 2 mois dans l'hypothèse où un expert est désigné, et bien à l'issue de ce délai de 2 mois, puisqu'on part du principe que le webinaire, ça concerne l'expert du CSE, donc à l'issue de ce délai de 2 mois, et bien l'avis est réputé rendu et il est évidemment réputé comme étant négatif. Donc justement, tous ces points de blocage et toutes ces stratégies, quelque part aussi, des organisations syndicales ou des représentants du personnel, de justement ne pas rendre un avis et de bloquer quelque part l'employeur dans ses différents projets, eh bien aujourd'hui, ça n'existe plus puisque des délais ont été fixés par le Code du travail. Les délais, ils concernent, on va dire, 95% des consultations. Ces délais-là, comme on l'a évoqué lors du premier webinaire, peuvent faire l'objet d'un aménagement par le biais d'un accord collectif ou d'un accord avec les membres du CSE. Mais le principe, à l'issue des délais, si les délais n'ont pas été aménagés, l'avis est réputé comme étant négatif. C'est terminé, la procédure est bouclée. Rémi, je ne sais pas si vous avez un complément de réponse à apporter sur cette question. Sinon, on passe à la suivante. Non, la réponse est très claire. On peut passer à la suivante. Merci Stéphane. Alors, la question suivante est me semble un peu personnelle, mais on peut peut-être la poser de manière générale comme un cas d'école, puisqu'elle est posée par une cadre représentante syndicale cadre, qui nous dit « Nous avons constaté des irrégularités dans la gestion financière et économique. Cela a été évoqué en réunion CSE plénière. L'employeur fait la sourde oreille. Comment faire ?» Donc, sans se prononcer sur ce cas précis, on n'a évidemment pas de détails. Il n'est pas question de se prononcer sur le dossier lui-même, mais si un cas similaire se posait, comment est-ce que la question serait résolue ? Alors, en fait, c'est par rapport au 3e temps du webinaire, puisque le 3e temps du webinaire, la 3e séquence, c'est lié au droit d'alerte économique de l'instance. Et à mon sens, c'est plus dans ce cadre-là du droit d'alerte économique de l'instance que peuvent être traitées les questions effectivement d'irrégularité financière ou en tout cas de crainte par rapport à la pérennité de telle ou telle structure. Donc, est-ce la même démarche ou doit-on parler d'alerte? Effectivement, à mon sens, il y a d'un côté la consultation qui émane de l'employeur au titre de ses obligations légales, on se le répète, orientation stratégique, situation économique, politique sociale et conditions de travail. Là, c'est l'employeur qui prend l'initiative. Et quelque part, s'il ne prend pas ces initiatives, eh bien, une instance serait fondée à minima à envoyer un courrier ou prévenir l'inspection du travail sur le thème du délit d'entrave au fonctionnement régulier de l'instance. D'accord ? Et on a ensuite l'initiative, non plus de l'employeur, mais de l'instance,
Et là, effectivement, on parle du 3e webinaire au titre du droit d'alerte financier qui existe aussi dans le secteur associatif, évidemment. Donc, on va pas en dire beaucoup plus parce que ce serait dommage d'empiéter sur ce 3e temps de ce cycle de webinaire. Mais c'est un bon teasing. Oui, ce qui est juste important peut-être de compléter, c'est que si effectivement le CSE, dans le cadre de son avis, constate des irrégularités ou en tout cas il a des questions pour lesquelles il trouve pas de réponse, qu'il ait eu recours ou non d'ailleurs à un expert comptable. Ce qui est très important, c'est que ça peut paraître évident, mais qu'il puisse bien matérialiser évidemment ces irrégularités dans le cadre de son avis pour justement laisser une trace et que derrière l'employeur ait une obligation en tout cas de pouvoir répondre derrière. Donc il y a j'allais dire le constat, l'étape de effectivement j'ai des questions, j'ai pas de réponse ou j'ai des vraies sources d'irrégularité, et puis derrière de bien le formaliser dans l'avis, qu'il soit bien communiqué à l'employeur, et effectivement si l'employeur ferait la sourde oreille, effectivement il y a le 3e webinaire qui permettra d'y répondre. Écoutez, voilà, ça fait une transition parfaite puisque là, il n'y a plus de nouvelles questions. Je pense que, étant donné l'heure, on peut en arriver à conclure cette conférence en ligne. Merci à tous pour les questions et surtout un grand merci Stéphane Picard et Rémi Prunier pour vos interventions, vos réponses et vos explications qui sont tout à fait éclairantes et complémentaires, qui ont même pris un petit peu d'avance sur le 3e temps. Merci à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire. Comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez accéder au replay dès la fin de la diffusion. Vous pouvez aussi retrouver sur le magazine Direction plus d'articles et de conseils sur le sujet, et sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Et puis donc, nous vous donnons rendez-vous pour le 3e temps de ce cycle consacré aux prérogatives des CSE en matière économique, avec un nouveau webinaire qui aura lieu le 24 juin sur le droit d'alerte économique du CSE. Nous espérons évidemment vous y retrouver tous. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Encore merci de votre attention et à très bientôt. Bonne fin de journée.